Je m'appelle Émilie Lestari, je suis journaliste société. J'utilise l'alimentation comme un spectre pour analyser les faits de société. Ce qui m'intéresse énormément dans l'acte de manger, c'est sa banalité. J'ai la conviction en fait que quels que soient nos modes de vie, nos convictions politiques, l'endroit où on vit, que ce soit en zone périurbaine ou dans une grande ville, en France ou à l'autre bout du monde, ce qui nous unit malgré tout, c'est le fait de manger plusieurs fois par jour. Initialement, je viens plutôt de la presse écrite. Et en presse écrite, on part en reportage, on interviewe des gens. Mais ensuite, quand on revient à la rédaction ou chez soi, quand on est seul devant son ordinateur, on doit opérer un travail finalement de choix des mots, de sélection des informations. Tandis que quand on est dans le cadre du podcast, ce qu'il y a de fantastique, c'est qu'on tend directement le micro aux personnes qu'on interroge. C'est le moyen le plus juste, le plus sincère de récupérer cette parole. Ça fait 10 ans que j'exerce ce métier et force est de constater que j'ai plus souvent eu des chefs hommes que des chefs femmes. Et puis petit à petit, en évoluant dans le métier, je me suis aperçue que c'était loin d'être juste quelque chose de typique de ma carrière. C'est au contraire quelque chose qu'on pouvait observer de façon très générale dans ce métier. Aujourd'hui, pourtant, on a près de 50% des journalistes qui sont des femmes, mais au poste de décision, elles sont encore bien trop rares. Au poste de décision, mais aussi à des postes clés comme celui de reporter à l'étranger. Il faut absolument mener une réflexion plus large sur la représentativité. Plus on aura une représentativité juste dans les rédactions, plus on aura également une sensibilité différente, une palette de sensibilité, une palette de sujets. Donc prenons la une, en fait, depuis quelques années, a inscrit dans ses statuts la transversalité. Donc ça, c'est quelque chose qui nous tient aussi beaucoup à cœur. Parler des femmes journalistes, mais aussi parler de différents horizons sociaux et différentes origines sociales pour plus de représentativité. Je pense que les femmes subissent encore l'effet d'un plafond de verre. Dans certaines de leurs carrières, souvent les femmes vont, au bout d'un moment, expérimenter une impossibilité ou en tout cas des difficultés à accéder à des postes supérieurs. Il peut y avoir de l'infantilisation dans les rédactions. Il y a certains sujets que l'on va plus volontiers confier à des journalistes hommes. Moi-même, j'en ai déjà pu faire l'expérience avant d'être journaliste indépendante. J'ai pu en fait travailler dans différentes rédactions et notamment avoir une expérience de plusieurs années dans un grand groupe audiovisuel. Et à ce moment-là, donc, j'avais proposé un sujet qui est supposé d'aller sur le terrain. Un de mes rédacteurs en chef m'avait dit « C'est trop dangereux, il faut absolument que tu partes avec un homme ». Et c'était sous-entendu que peut-être ça allait être cet homme qui allait signer mon sujet, alors que le sujet, je l'avais travaillé en amont. Mais donc, c'était un reportage sur la colline du Crac à Paris et il avait estimé que je pouvais pas y aller toute seule. En tout cas, que je devais y aller avec un homme. J'aurais été très partant de partir soit avec une deuxième femme, soit avec un deuxième homme. Mais ce qui m'a gênée, c'est qu'ils me disent « Il faut que tu partes avec un homme. Toute seule, tu ne pourras pas ». Il y a aussi un entre-soi masculin. Beaucoup d'hommes se font la courte échelle professionnelle ou des renvois d'ascenseur. Donc cet entre-soi qui favorise évidemment donc un même type de profil dans ces postes clés. Enfin, je pense qu'il y a également ce qu'on pourrait appeler une présomption d'incompétence à échelle commune entre un homme et une femme. Parfois, on va pouvoir se dire cet homme n'a jamais traité de ces sujets, mais on le voit bien quand même passer de la rubrique sport à la rubrique culture. Et ces changements de service ou ces changements de poste sont bien moins faciles quand on est une femme, où il faut pour le coup avoir souvent au maximum prouvé qu'on en était capable. En évoluant finalement dans un secteur qui soutient aussi peu ces carrières féminines, ça peut aussi moins donner envie à des femmes d'accéder à des postes de responsabilité. Donc moi, ça m'est souvent arrivé d'entendre des collègues femmes qui avaient toutes leurs chances finalement d'être chef. Non, je refuse, je pense que je suis vraiment mieux à ce poste. Je sens qu'on va vraiment trop souvent vouloir me chercher les poux dans les cheveux si je change de poste. Donc il peut aussi y avoir donc cet exercice finalement d'autocensure professionnelle en termes d'ambition. J'entends souvent que la cuisine française est la meilleure. Alors je suis d'accord, la cuisine française bénéficie d'une histoire incroyable, mais je trouve que c'est une croyance un peu limitante de simplement dire que c'est la meilleure au monde, puisqu'il me semble bien plus intéressant finalement de réfléchir aussi aux conditions historiques et matérielles qui ont permis à un pays comme la France
de pouvoir développer au maximum sa gastronomie, en faire un soft power. Ça me semble aussi intéressant de rappeler les avantages économiques, géopolitiques que ce pays a eu, son histoire coloniale aussi, resituer finalement dans un contexte historique. On oublie souvent que l'acte de manger et l'acte de faire à manger aussi s'inscrit dans des rapports de domination, dans des enjeux d'identité aussi. Je trouve qu'on a un petit peu trop tendance, quand on parle de cuisine, à exotiser les pays en les essentialisant, c'est-à-dire que souvent on va réduire l'essence culinaire d'un pays à quelques recettes, alors qu'en fait il y a bien plus que ces spécialités. Je discutais aussi récemment avec cette fantastique autrice culinaire et traductrice japonaise Ryoko Sekiguchi, qui me disait qu'elle en avait un peu assez d'entendre que dès que quelqu'un chronique une table japonaise ou parle d'un chef japonais, souvent on va dire c'était délicieux, c'était magique, c'était un travail d'orfèvre, parce que c'est cette rigueur japonaise que l'on retrouve toujours dans la cuisine de ce chef, de cette chef. Je crois que c'est intéressant aussi peut-être de se dégager de ces stéréotypes qui, même quand ils sont positifs, restent des stéréotypes. Ce qui peut être intéressant aussi, je crois, c'est de sortir de cette idée de muse, de mère et de grand-mère qui inspire toujours les chefs. Je pense que c'est d'autant plus intéressant d'interroger cette action, l'acte de manger, dans différents lieux, tels que les hôpitaux, les prisons, ces lieux finalement où la nourriture est pour le moment un impensé, alors qu'elle dit aussi beaucoup de comment les gens vont finalement en faire l'expérience. Quand ils sont malades et que finalement la nourriture pourrait faire partie de leur convalescence, c'est un sujet. Quand ils sont incarcérés et que la nourriture est peut-être un moyen pour eux de continuer à garder le contact avec l'extérieur, puis peut-être de suivre certaines formations pour trouver un emploi à leur sortie de peine de prison, c'est un sujet aussi. Je pense que ce serait intéressant de sortir la nourriture de son petit cocon, de sa zone de confort. Ça a été un défi quand même au début parce que on a tellement de manières en fait de parler d'alimentation à travers l'audio, mais aussi à travers l'image. Et je me disais comment on va faire pour donner envie aux gens d'écouter en fait la nourriture, alors qu'en fait on a plein d'outils aujourd'hui pour la montrer. Très rapidement, j'ai réalisé que quand on met de côté ce sens premier degré de la vue, ce qu'on se force à faire, c'est redoubler d'inventivité pour en parler avec les mots, redoubler de stratagèmes aussi pour donner faim, pour parler de techniques en cuisine. Et c'est ça en fait que je trouve finalement merveilleux avec ce format. Alors oui, je pense que les podcasts et les réseaux sociaux sont deux mondes qui peuvent être distincts, mais être aussi des cercles concentriques. Ils ont en tout cas un point commun qui est de venir bousculer une forme de verticalité. Cette presse culinaire traditionnelle, elle est davantage faite donc de cette verticalité entre des critiques culinaires experts dans ce vaste monde de la parole culinaire. Les podcasts d'un côté et les réseaux sociaux de l'autre sont venus chahuter un petit peu cette légitimité. Quand on regarde ce monde-là de la production de podcasts, on se rend compte que c'est un monde essentiellement féminin. Ce qui est intéressant, c'est que avec les réseaux sociaux, tout le monde peut prendre la parole. Instagram a supplanté dans les usages chez beaucoup de personnes les guides des restaurants, parce qu'Instagram met en avant aussi les photos, qui est un peu dans cette esthétisation aussi des belles assiettes, des beaux produits. TikTok, ce serait plus peut-être la revanche de la cuisine de la débrouille, avec ces vidéos faites un peu à l'arrache, coupées un peu rapidement avec un montage très, très cut, des ingrédients pas forcément nobles. Je dirais que si d'un côté sur Instagram, on a les beaux discours sur le bien manger, le local. De l'autre côté, sur TikTok, on a peut-être un public plus jeune qui va mettre du fromage râpé un peu dans tout et n'importe quoi et se faire des plats hyper porn food, comme on dit. Oui, l'un dans l'autre, podcast et réseaux sociaux viennent donner un coup de fouet finalement à ce qu'on a longtemps appelé la presse culinaire.